invités, merci de s'être déplacés pour assister, accompagner et participer à la cérémonie de dédicace du livre de Madame Diama Badiane, Covid-19, un virus en mission. Monsieur le professeur, l'écrivain, l'homme politique, le chroniqueur Alassane Keitane, merci de nous faire l'honneur de présider cette cérémonie. Nos hommages à Monsieur Sanou Badiane, un grand monsieur, toujours à côté pour épauler, guider. Madame Diama Badiane, encore toutes nos félicitations. Pour un coup d'essai, cela a été un coup de maître. Alors la cérémonie se déroulera comme suit. Nous aurons d'abord le mot de bienvenue de M. Hassan Mboup, directeur et fondateur de Télé-École, qui nous reçoit dans ses locaux. Il est également le préfacier de l'ouvrage. Ensuite, Walindour, directeur des éditions Seguima. Ensuite, nous écouterons le maître de Madame Badiane, le mari de Madame Badiane, M. Badiane, en tant que membre de la famille. À sa suite, il y aura l'intervention du directeur du livre ou son représentant, avant de donner la parole à Madame Daou, qui va nous présenter l'œuvre. Nous allons aussi donner la parole à Madame Guissé, qui va prendre la parole au nom de Madame Souman Fatoukine. Je crois qu'elle était là, mais si elle était partie, un autre va prendre sa parole. Monsieur Mor Absandiaï, qui a souvent été avec Madame Badiane au lycée Plan Diakhaï, aura également la parole du lycée Plan Diakhaï. Nous terminerons donc par Madame Daou Anna, professeure de lettres, critique littéraire et formatrice au CNFPE du Rufisque, qui va parler du livre. Nous ferons une petite présentation de l'auteur avec une note de lecture. Moi-même, Alimana Bakilikan, son collègue au lycée Plan Diakhaï. M. Keitane va clôturer la cérémonie. Nous installerons un petit débat de 10 minutes sur d'éventuelles questions et interpellations entre Mme Badiane et ses invités, qui sera suivi des dédicaces. La collation mettra fin à cette belle journée. Donc, sans plus tarder, on va donner la parole à M. Keitane, qui sera le maître d'œuvre, qui présidera cette cérémonie. M. Keitane, vous avez la parole. Merci, chers collègues, M. Ndaou, M. Kane. Bonjour, chers parents, chers invités. Madame Ndaou et l'héroïne du jour, notre collègue et amie, Madame Badiane, pour la prouesse d'avoir réuni ici tant de personnalités d'horizons divers, mais pour la prouesse également d'avoir apposé votre signature sur ce bel ouvrage qui, à mon avis, entrera sur Pétadieu dans les annales de la littérature sénégalaise. Moi, je suis très heureux, doublement. Je suis heureux d'abord parce que c'est ma collègue. Elle est enseignante de philosophie. Mais je suis surtout très heureux parce que Madame Badiane, on a fait le lycée Ahmadou Ndak Seck à Thiès. Je crois savoir d'ailleurs que ça doit être votre premier poste, si je me trompe. Et ce qui m'a surtout marqué chez Madame Badiane, c'est sa sagacité, sa patience dans la quête du savoir. Ça, c'est pour une femme, c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc je pense que ne serait-ce que pour ça, elle mérite nos applaudissements. Je vais revenir en détail sur ce que j'ai lu et retenu de son ouvrage. Ce sera donc à la fin. Donc je vais juste peut-être introduire le directeur des éditions Sedima, s'il est sur place, pour voilà, M. Saliou Walindour, que nous remercions au passage d'avoir vraiment voulu éditer cet ouvrage-là. M. Walindaou, vous aussi, Walindour, vous faites parmi les clercs qui prennent ce pays-là comme un champ à labourer, à déchiffrer et à ensemencer. Merci pour cela.
Je salue tout le monde, à commencer par M. Mboup, en passant par Mme Badiane et tous ceux qui sont là. Je ne vais pas être long. Quand j'ai entendu tout à l'heure, on disait tout à l'heure qu'il n'y a que des professeurs de philosophie. Si j'ai dit à mes collègues aujourd'hui, on va rester là, parce que c'est des bavards. Alors, donc moi, je vais essayer de faire court. J'avais voulu présenter les éditions Seguima, mais je vais être bref. Il y aura un salon du livre, du 2 au 5, à la place du souvenir. Je crois que ceux qui viendront là-bas, Inch'Allah, pourront découvrir Seguima, amplement. Aujourd'hui, je vous présente juste ceux qui m'accompagnent. Vous avez ici M. Mamadou Kamara, qui est lecteur, correcteur, un grand nouvelliste. Il corrige pour presque toutes les maisons d'édition au Sénégal, ici. Il est le directeur littéraire de Abyss Édition. Personnellement, c'est mon conseiller littéraire principal. Il n'y a pas un seul livre qui passe à Seguima sans qu'il l'ait lui-même validé. C'est le président du comité de lecture, M. Mamadou Kamara. Applaudissements, je crois que vous ça. Vous avez ici Mme Yacine Sey. Je l'ai présentée à Mme Badiane, travailleuse sociale et qui est une assistante à Seguima. Elle me conseille beaucoup sur toutes les questions, même littéraires, parce qu'elle est elle-même écrivaine. Elle en est à son 3e livre. C'est Mme Yacine Sey. Voilà, cela dit, j'écoute tout. Hein. Je vais directement à Mme Badiane. D'ordinaire, quand moi je reçois un manuscrit, je fais une lecture en survol. Après, tout de suite, j'envoie à mon comité de lecture. C'est eux qui valident. Pour Mme Badiane, je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai reçu son manuscrit, j'ai eu envie, comme ça, pris d'une certaine curiosité, j'ai tout lu. Pas en diagonale, mais je l'ai lu. Et ça a capté mon attention. C'était captivant. J'ai envoyé tout de suite à monsieur, dans la nuit, le matin de bonne heure, quand j'ai regardé mon téléphone, j'ai vu son message, on le prend. Il est actuel et pertinent. Voilà, c'est comme ça qu'on s'est engagé dans le livre de madame. Nous avons engagé la procédure d'édition, et c'est pendant cette période-là que j'ai découvert madame. Une grande dame, une femme intellectuelle. Moi, quand je dis intellectuelle, ce n'est pas quelqu'un de diplômé, hein. Ce n'est pas un bavard comme on en voit très souvent, non. Pour moi, un intellectuel, c'est un producteur d'idées. C'est quelqu'un qui ne récite pas ce qu'on nous envoie, surtout tout ce qui nous vient de l'Occident. La dernière fois, dans une de mes chroniques, je citais Amadou Ampateba, qui le disait une fois, que les intellectuels africains doivent faire comme les douaniers. Ce qui vient de l'extérieur, c'est des colis intellectuels que nous devons déballer. Il faut déballer les paquets pour voir ce qui est dedans. Parce que souvent, on nous marque sucre raffiné alors que c'est du poison qui est dedans. C'est pourquoi j'ai un ami qui me dit, boy, voilà. Et elle, c'est ce que j'ai vu en elle. Quand j'ai lu le livre, je me suis dit que celle-là, ce n'est pas quelqu'un qui répète ce qu'on nous apprend depuis qu'on a 7 ans. Elle essaie elle-même de se frayer un chemin, de réfléchir, de prendre une autonomie intellectuelle. Et surtout, moi, personnellement, ce qui m'a vraiment saisi, c'est la pharmacovigilance. Je suis panafricaniste. Seguima est une maison d'édition à vocation panafricaine. Quand j'ai vu ça, vraiment, j'étais très content. Et je félicite Mme Badiane pour sa curiosité intellectuelle, pour sa soif de débat. Parce que durant la période, on a beaucoup échangé. Hein. Et puis, elle a du mordant. Hein, et elle ne lâche pas le morceau. Franchement. Donc, je la félicite beaucoup pour sa production. Et je ne vais pas terminer sans dire un mot sur M. Mboup. Je voudrais lui manifester ma sympathie. Un jour, j'ai regardé la télé, il y avait une émission. Il était invité avec le professeur Songué. Alors, le journaliste a posé une question sur le doute. Le professeur Songué Diouf a fait
une longue élucubration des développements Descartes, le doute méthodique, machin, bon, voilà. C'était long, fastidieux même. Mais moi, j'ai guetté son intervention. Pourquoi j'ai guetté son intervention? Il a pris la parole. Calmement. Il a dit, Alif Lam Mim Zalik al-Kitab. La rayba fi. Mais j'ai dit, mais c'est fini, il a répondu à la question. On parle de doute. Lui, il nous dit que ce livre-là, il n'y a pas de doute. Mais il a répondu. Parce que ce doute philosophique qu'on introduit chez nous, qu'on a introduit chez nous depuis notre enfance, en réalité, ce doute-là est en mission contre la religion. Et il l'a compris. C'est pourquoi il m'a marqué ce jour-là. Je tenais à lui faire ce témoignage-là. Je remercie toute l'assistance. Merci à tous. Merci M. Ndour pour ces témoignages qui vont aussi bien à l'endroit de M. Mboup que de Mme l'auteur de cet ouvrage-là. Nous allons maintenant donner la parole à un grand monsieur parce que derrière toute une grande dame, il y a un grand monsieur. M. Ndaw, M. Badiane, je ne sais pas ce qui me prend aujourd'hui avec le Ndaw. M. Badiane, merci. Merci pour la façon dont vous nous avez aidés à écrire ce livre-là. Donc j'ai dit nous, parce que Mme Badiane, c'est du temps consacré, c'est de la réflexion. Et ça peut-être, certainement, elle a empiété sur votre temps, mais vous avez fait preuve de grandeur, d'ouverture. Soyez-en vraiment remerciés, M. Badiane. Donc, M. Badiane, vous avez la parole. Assalamu alaikum. J'aurais souhaité parler en premier, parce que c'est un peu difficile de parler après M. Ngom. Donc, pour dire que je vais commencer par vous remercier, vous tous, de votre présence, parce que le temps est très précieux. Vous avez laissé votre temps, et puis les déplacements ne sont pas faciles au niveau de Dakar. Donc, des personnes qui se sacrifient pour ça méritent franchement d'être remerciées. Donc, soyez-en remerciés. Donc, vous êtes là certainement parce que vous êtes des membres de la famille de Diama Badiane. Soit vous êtes des collègues, vous êtes des amis, des collaborateurs ou bien simplement des voisins. Nous vous remercions très chaleureusement pour vous être déplacés. Parler aujourd'hui de la dame Diama Badiane, peut-être une chose aisée pour moi, certainement pour vous aussi, parce que vous la connaissez, vous l'avez pratiquée certainement. Mais on peut certainement dire que Mme Badiane est une dame exceptionnelle, est une femme d'exception. Machallah. Elle est vertueuse, très engagée, vraiment dynamique. Les qualificatifs et les superlatifs ne seront pas assez pour la décrire. Voilà, en quelque sorte, machallah. Bon, je vais toucher du bois. Voilà. Merci beaucoup, machallah. Donc, Diama, comme vous la connaissez, donc elle a des qualités, certes. Vraiment, là, on peut rien à dire. Monsieur Ngom parlait tantôt en disant que c'est une femme intellectuelle. Monsieur Ndour, excusez-moi. Monsieur Ndour, voilà, c'est une femme intellectuelle. J'ajouterai que c'est une femme intellectuelle décomplexée. Parce que Diama Badiane, si on la trouve à la maison, donc c'est elle qui fait le ménage, elle prépare à manger, elle fait le linge, alors qu'elle pourrait dédier ce travail à d'autres personnes. Mais c'est être proche de ses valeurs. C'est pour ces raisons pour lesquelles elle se donne tant de peine. Donc on peut dire que c'est comme un arbre qui garde ses racines bien implantées et qui s'ouvre dans le monde, comme disait l'autre. Donc je ne vais pas trop m'attarder sur ces qualités de Diama en quelque sorte. Je vais directement parler un peu du livre, tout en disant que de manière générale, c'est une idée qu'elle a véhiculée sur ce livre. Et donc, elle nous montre là l'exemple que nous devons tous suivre, disons. Nos idées, nous devons les partager. Donc, nos réflexions, nos expériences, nous n'avons pas le droit de les garder. Donc, il faut que les gens en bénéficient. Le Sénégal pourra en bénéficier, mais aussi l'humanité pourra en bénéficier. Je pense qu'elle nous a montré l'exemple et que nous ferons l'effort, nous aussi, d'apporter notre pierre dans cet édifice de la construction de la nation
et dans la construction de l'humanité. De manière particulière, ce livre qui parle de la Covid-19, lorsque je l'ai lu, j'ai eu un sentiment de quiétude, de relaxation. Parce que ça me rappelait le moment où on vivait on vivait la vraie Covid. On était stressé, mais en lisant ce livre, on a pris un peu de recul, on a vu les stratégies qu'on a mises en place, on a vu que ça a réussi et que le monde sera pris comme témoin qu'on ne le souhaite pas. Une situation telle, si ça se représenterait d'ici 100 ans, les gens avaient parlé de la grippe espagnole, maintenant on parle là de la grippe espagnole, les gens s'en sont sortis, de la Covid-19, les gens s'en sont sortis, donc ainsi de suite, ainsi de suite. Donc des œuvres comme ça sont vraiment à encourager. Ce n'est pas parce que c'est Mme Badian qui l'a écrit que je dis ça, mais bon, c'est de manière générale. Donc je vais remettre la parole et vous remercier tous de votre présence. Vraiment, merci. Merci, M. Badian, pour ces mots vraiment chaleureux qui viennent du cœur et qui, effectivement, collent avec la personnalité de Mme Badian. Merci aussi d'avoir souligné la pertinence de cette idée-là, parce que nous sommes des êtres humains. Nous ne nous contentons pas seulement d'exister. Nous existons intellectuellement. Donc, ce que nous vivons, nous avons l'obligation de le penser. Et Mme Badian a écrit ce livre-là dans ce sens. Ça nous permettra justement, donc, peut-être d'ici 50 ans, de voir quelle était la posture des Sénégalais, quelle était la posture des médecins, quelle était la posture de l'État face à une pandémie qui a failli peut-être causer l'un des plus graves drames de l'humanité. Merci Mme Badian pour cela. Après donc le mot du représentant de la famille, en l'occurrence M. Badian, nous allons donner la parole au représentant du parrain, M. Raphaël. Donc je pense qu'il est dans la salle. S'il est dans la salle, donc il peut se rapprocher. Bonsoir. J'ai pas préparé les mots parce que c'est à l'improviste qu'on me l'a donné. Vraiment tout de suite qu'on m'a donné la parole. Mais je vais parler surtout de Diama, l'auteur du livre, parce qu'on l'a vu grandir vraiment. Tout petit, on était à Kaffrine, donc elle fréquentait la maison, elle fréquentait avec ses sœurs la maison. Donc vraiment, on l'a vu grandir. Donc ça n'a pas été une surprise pour nous, vraiment, de tout le temps, et toute jeune. Elle était vraiment engagée, même dans les études. On l'a vu vraiment grandir et elle était vraiment dégourdie en études et tout. Donc, ce qu'on peut dire vraiment, ce n'est pas une surprise vraiment pour nous. Donc, on ne peut que la féliciter vraiment et l'encourager vraiment à continuer dans cette lancée. Guindo est derrière toi. Guindo est le beau frère de Abdoulaye Traoré. Oui, bonjour, salam alaikum. Bon, je vais dire ce que Abdoulaye a dit directement. N'est-ce pas? Dit qu'il vous remercie, qu'il vous félicite. Et vous êtes une bonne femme, très bonne femme. Et vous avez montré ça sérieusement. Et ces remerciements, ces félicitations vont également à l'endroit de votre mari qui vous a accompagné à pouvoir faire ça. Et il pouvait dire non, on n'a pas ce temps-là, on a d'autres temps. Vous devez normalement faire les travaux ménagers. Non. Comme on le dit, vous êtes intellectuel. Il vous a laissé faire ce livre-là. Et souhaitons que ça soit une porte d'ouverture à une solution pour la crise en tant que telle. Je pense qu'aujourd'hui, on est à un niveau où ça a impacté beaucoup de choses. Et bon, moi, je ne l'ai pas encore lu. Et à mener, Inch'Allah. Et félicitations, Madame Badian, et beaucoup de courage. On attend d'autres livres encore. Merci, M. Guindo et M. Raphaël, pour ces propos intéressants. Il a raison. Parfois, l'art fait partie des solutions aux problèmes auxquels la science n'a pas réponse. Donc, je pense que la lecture de ce livre-là permet au moins de dédramatiser la crise
et donc toutes les conséquences qui en ont découlé. Alors, nous avons l'imam Hassan Seck, qui est ici présent. Donc, nous voudrions recueillir ses propos, comme c'est une connaissance donc, de l'auteur. Monsieur Seck, vous avez la parole. Qui a appris le Coran, celui qui vous a appris la chose la plus belle du monde et la plus importante du monde. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Je vais marcher sur les pas de tous ceux qui m'ont précédé. Et les qualités de Diama Badiane, alhamdulillah, je l'ai connue étudiante, très soucieuse, très engagée pour apprendre le Coran. C'est le premier lien qui nous a, alhamdulillah, fait connaître l'un l'autre. Elle me rappelle souvent que c'est moi-même qui lui avais alors enseigné une prière que j'avais moi oubliée. Ya muallima Ibrahima allimna wa ya mufahima Sulaymana fahimna. Alhamdulillah. Alors, j'étais très content. Alors, les raisons sont très nombreuses. Moi, 2008, j'avais écrit un livre sur le sujet du dialogue islamo-chrétien en arabe, édité en Égypte, à l'occasion de la 41e foire internationale du livre, où un éminent professeur égyptien m'avait préfacé en 20 pages. Ce que j'avais écrit, si ça ne tenait pas, il ne compromettrait pas son autorité scientifique. Mais là où je veux arriver, quand j'ai écrit cet ouvrage-là, je l'ai soumis à plusieurs oustas ici. Et parmi eux, un grand monsieur, un grand oustas, un grand intellectuel, Barham Diop. Dès que je lui ai soumis mon livre, il en était très content. Il m'avait félicité très chaleureusement avec une enveloppe de 300 000 francs. Quand Diama Badiane me disait parfois, toi, vraiment, je te remercie pour les bonnes attitudes que tu as à mon endroit, à l'endroit de mon livre. Je lui ai dit que ça, je ne peux pas ne pas le faire, parce que c'est une dette que je dois payer à l'endroit du savoir, à l'endroit du livre. Je lui ai raconté mon histoire avec... il m'a dit, mais cette personne-là, il est mon oncle. Je lui ai dit qu'un philosophe comme toi avait dit que le monde dans lequel nous vivons est semblable à une région montagneuse où l'homme entend se répercuter l'écho de son propre appel. Donc ce que ton oncle avait fait, il se peut que c'est ça qui m'a poussé à vraiment, alhamdulillah, je la félicite. Domaine de l'écriture, c'est un courage, c'est un engagement intellectuel. Alhamdulillah. Bonne continuation, madame. Dès que tu as commis un ouvrage, d'autres doivent en suivre. Nous l'attendons de vous. J'avais prié à plusieurs fois en te disant, sacré Diama Badiane, que ce livre soit un éternel sacre pour toi. Inch'Allah, avec félicité et immense joie. Et que d'autres vont en suivre, Inch'Allah, avec ce qui est très rare dans le domaine de l'écriture, une satisfaction à la fois matérielle et morale. Assalamu alaikum et un porte-bonheur. Merci Imam Seck.
Ce qui est surtout charmant chez nos imams, c'est qu'ils sont intellectuels doublement parce qu'ils ont une double culture. Nous les francophones, malheureusement, nous avons une culture borgne. Mais eux, ils pensent le monde non seulement d'après la langue française, mais également d'après le Coran, ce qui est encore plus important. Merci, monsieur l'imam. Nous allons introduire la représentante du mouvement des femmes, Diamatou Ibadou Rahman. Si elle est dans la salle, elle peut se rapprocher. Mami Fatou Faye. Voilà, Mami Fatou, bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bon, on n'a pas préparé de discours, j'ai été un peu surprise. Donc, je vais finir par un mot qu'a utilisé l'imam. Il a dit sacré Djama Badiane. Sacré Djama Badiane parce que, bon, Djama on s'est connu à travers la Djama Tuba Rahman. On s'est connu à travers la Djama Tuba Rahman. Et depuis, en plus d'être une sœur, en plus d'être une connaissance, c'est aussi une source d'inspiration pour nous toutes. Parce que Djama, en plus d'être... vous la connaissez comme la philosophe, vous la connaissez comme l'enseignante et tout. Moi, je la connais comme une personne très, très, très sociable. On a travaillé dans le cadre social. On a travaillé aussi dans le cadre de l'entrepreneuriat, ce que je n'ai pas entendu depuis tout à l'heure. Oui, bana bu mag la. Bana bu mag la, machallah. Donc, elle ne lâche rien. Djama, c'est une femme vraiment multidimensionnelle. Et à travers son œuvre, c'est pas seulement qu'une succession de mots, qu'une succession de lexiques, etc., comme on le dirait dans le jargon français, mais c'est aussi un appel à la réflexion sur le monde actuel. Tantôt, je sais pas, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, que c'est quelqu'un qui ne prend pas tout ce qui vient de l'Occident. Elle a un esprit très critique. Et ça, je l'ai toujours connu comme ça, depuis qu'on est toute jeune adolescente. Je ne vous dirai pas depuis combien de temps, parce que sinon vous devinerez nos jeunes âges. Donc voilà, elle a toujours été critique, et ça dans le sens vraiment positif. Donc nous la félicitons au nom de toute la Djama Tuba Rahman, au nom de tout le mouvement des femmes de la Djama Tuba Rahman, avec à notre tête l'Amira Soukaina Fall. Donc à son nom et au nom de toutes les femmes qui sont dans le mouvement, nous te félicitons et nous t'encourageons. Et prions pour toi surtout. Nous espérons que Dieu fasse que ça soit la première œuvre d'une liste d'autres œuvres à succès, Inch'Allah. Salam alaikum. Merci, Madame la représentante du mouvement des femmes, Diamatou Ibadou Rahman. Le mot sac est revenu 2 fois. Je vais donc moi aussi l'utiliser. Sacré Madame Badiane. Mais moi, je pense que c'est déjà un sacre. Ce livre est primé. Il est primé par nos cœurs et par nos esprits. Et pour moi, il n'y a aucune prime au-dessus de de celle-là. Merci donc encore une fois, Madame Badiane, pour votre engagement. Les Wolof disent suñ ne diw baax na fekk mbokk yaa ko wax. Madame Badiane dafa am ay mbokk deret, mais dafa am ay mbokk ci liggéey bi. Elle enseigne au lycée Plan Diakhaye. Et nous aimerions vraiment avoir le mot d'un de ses collègues qui vient du lycée Diakhaye, donc monsieur Mor. En tant qu'ami. Hein? Mor, c'est mon ami. C'est son ami. Donc voilà, il va parler donc comme ami, mais elle est amie mais également collègue. Il est devenu inspecteur. Inspecteur, voilà, merci. Inspecteur Ndiaye. Tout à fait, merci. Bonjour à tout le monde, bonsoir.
Voilà, et elle a parfaitement raison. Hein. Je vais parler en ma double qualité de collègue, représentant le proviseur du lycée Plan Jaxaay, mais surtout d'ami. Voilà, au nom de tout le personnel du lycée Plan Jaxaay, à la tête duquel le proviseur, je transmets les félicitations de tout le monde à Mme Diama Badiane. Mais à mon nom propre, je tiens à insister sur ce qui me lie à elle. Au-delà du collègue, je suis pour Diama un frère et elle est une sœur. Et ça, elle me le rend parfaitement. Elle est une confidente pour moi et elle et moi savons, récemment pour ces jours-là, nous avons vécu des choses très intenses dont nous avons été témoins devant Dieu. Donc vraiment, je tiens à exprimer ici ma satisfaction. Satisfaction en tant que frère, satisfaction en tant qu'ami. Et dire que c'est avec beaucoup de joie que nous avons reçu cet ouvrage qui a, pour moi, beaucoup de sens. Beaucoup de sens en ce sens qu'au-delà du caractère médical que l'auteur aborde, il y a des enjeux philosophiques et scientifiques. Donc, l'originalité de l'ouvrage réside dans le fait qu'il paraît comme un ouvrage littéraire, mais en réalité, il aborde des questions à la fois philosophiques et profondément scientifiques. Et ça, je crois que c'est ça qui fait son originalité. Diama, pour la résumer ou la décrire, je dirais qu'elle est une femme de défi. Sociologue de formation, elle parvient à enseigner la philosophie et à l'enseigner à merveille. Donc c'est un défi qu'elle a su relever. Un autre défi qu'elle a relevé, c'est le défi de venir à Télé-École, non seulement pour dérouler un cours de philosophie télévisé, filmé, mais animer une émission philosophique appelée Parlons Philosophie. Je me rappelle qu'au mois de mars 2019, suite à l'arrêt des cours, des enseignements-apprentissages, le ministère de l'Éducation nationale avait sollicité des professeurs pour dérouler des cours destinés aux élèves qui sont restés à la maison. Au lycée Plan Jaxaay, nous avons été nombreux à donner notre accord de principe. Mais le moment venu, elle a été la seule à oser relever le défi. Le défi de venir, de dérouler son cours, mais non contente de cela, de s'engager à animer une émission philosophique. Donc elle est une femme de défi. Et la publication de cet ouvrage est également un défi qu'elle est en train de relever. Car elle est en train de montrer qu'elle a non seulement le courage, mais aussi l'engagement d'entrer dans le monde des littéraires. Donc nous espérons que ce sera pour lui, comme certains l'ont dit, le début d'une longue carrière. D'une longue carrière de succès, parce qu'effectivement, comme vous l'avez tout à l'heure dit, d'ici 100 ans, 50 ans, nous pourrons toujours, en lisant cet ouvrage, nous rappeler, pour les revivre, les moments que nous avons traversés douloureusement. Et elle ne se contente pas de nous rappeler douloureusement ces moments, elle offre des solutions. Et c'est en cela qu'elle est une écrivaine exceptionnelle. Voilà, je termine par ces mots en vous remerciant. Merci, Morabsa. C'est notre collègue qui est devenu d'ailleurs inspecteur de spécialité. Mais en général, donc, dans le monde philosophique, dès que vous dites Morabsa, les gens ils vous disent sérieux. Ça, voilà, universellement, c'est comme ça. Sérieux, rigoureux. Donc, quand Morabsa fait ce témoignage-là sur Mme Badiane, ce n'est pas une invention. Parce que moi, je le connais. Merci, Morabsa. Nous allons maintenant donner la parole à un ami de la famille, Abdou Khadr Diagne. Abdou Khadr Nian. Il est parti, je pense. Ah non, il est là. Il est là. Je ne sais pas, est-ce que... Voilà, donc, M. Abdou Khadr, l'homonyme du fils de Diama. Au dépourvu. Bon. En général, les grands penseurs comme les artistes, ils montrent leur talent lorsqu'ils sont pris au dépourvu. C'est Aristote qui disait « Le hasard aime l'art, l'art aime le hasard ». Le planning de M. Khan a été vraiment faussé alors. Oui, c'est pas grave. Merci. Merci beaucoup. Je salue toute l'assistance, tous les invités.
Oui, donc je dis que je salue tout le monde. J'avoue que je suis vraiment pris au dépourvu. Je n'ai vraiment rien préparé. Mais ça ne peut pas m'empêcher quand même de faire un témoignage sur Diama Badiane. Diama, c'est ma sœur. C'est une amie. C'est une personne exceptionnelle. C'est une personne qui m'est très proche, avec laquelle on se confie. Ce que je puis dire sur elle, c'est que c'est une femme de qualité, c'est une femme vertueuse. À chaque fois que nous discutons, nous parlons d'abord d'islam, nous parlons de religion, et je sais que vraiment ce sont des valeurs religieuses qui forment sa personnalité. Par-delà ce caractère, je reconnais en elle également une femme dévouée à son ménage. Son mari a bien parlé, mais je sais que tout ce qu'elle entreprend tous les jours, c'est pour sa famille. Voilà une personne, une référence, je dis, pour toutes les dames. Moi, ce que je vois en elle, c'est une femme qui se sacrifie pour son ménage, qui a fait des efforts incommensurables parce qu'elle a traversé quand même pas mal d'épreuves et j'ai vu vraiment son cheminement. Et donc, nul doute que je ne suis pas du tout surpris par vraiment cet événement donc, qui consiste à la présentation de son ouvrage. Un ouvrage vraiment de référence. J'avoue que je ne l'ai pas encore parcouru, hein, mais je sais que c'est un thème d'actualité. Mais ce qui m'étonne, je lui ai dit d'ailleurs, je suis toujours séduit par ceux qui prennent le temps d'écrire. Parce que franchement, ce n'est pas du tout évident. Il y en a qui ont peur d'être critiqués. Il y en a qui ont peur de faire des erreurs. Et c'est vrai que quand on écrit, on est soumis à toute forme de critique. Je crois que le Goncourt est là pour nous l'attester à suffisance. Et donc, vraiment, c'est un mérite vraiment tout à son honneur. Diama, vraiment, je ne sais que dire, parce que je suis l'homme de son fils, ce qui m'a d'ailleurs surpris. Mais je dis que c'est pour moi l'occasion de remercier également son mari. Je sais qu'il lui est très proche et que vraiment c'est deux personnes qui forment une seule entité. Ça, je puis l'assurer. Donc ça, nous, vraiment, c'est l'occasion de te remercier aussi. Parce que vraiment, je ne m'y attendais pas du tout. Mais chaque jour, Diama ne cesse de me surprendre. Donc vraiment, c'est là un témoignage que je ne pouvais pas ne pas faire. Je salue au passage sa sœur Degen et tous les parents qui sont ici. Ce n'est pas tous les jours qu'on se voit, mais en tout cas, c'est une personne qui m'est très proche. Et c'est une référence que je donne en exemple à mon épouse. Diama, pour la générosité, parce que quelqu'un l'a dit, je crois que la représentante des Ibadou, en disant que Diama aussi fait d'autres activités. Et à travers ces activités, moi, je me pose la question de savoir comment elle s'en sort parce qu'elle offre tout. Moi, il n'est pas de jour où ma femme me dit que ah, ça c'est Diama qui l'a amené ici. Donc je ne sais pas quoi lui dire, sinon en tout cas, vraiment lui témoigner toute mon affection et l'encourager pour vraiment continuer cette carrière littéraire. Moi, j'ai beaucoup de respect vraiment pour l'enseignant de manière générale, parce que vraiment je dis que l'enseignant est au début et à la fin de toute chose. Maintenant, une sociologue ou une philosophe qui vient sur le terrain de la littérature, ça c'est entre vraiment enseignants. Donc vraiment, merci pour tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Abdou Khadr. Avant de donner la parole au préfacier, qui se trouve être également le directeur de Télé-École, M. Hassan Boub, je voudrais peut-être inviter le directeur du groupe scolaire CEMAD, s'il est présent, M. Faye, voilà, à prendre la parole. M. Faye. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir Diama, bonsoir Anna de Fatick. Ouais. Elle sait pourquoi. C'est un ami, oui. Alors donc, à la suite de tous ceux qui sont passés, je félicite Diama pour la production. Parce que nous sommes dans l'ère du marchandage. Elle produit. Aujourd'hui,
La philosophie a quitté un peu les amphis pour aller dans les théâtres, monnayer. Elle produit, elle pérennise. Et c'est cela qu'on demande à un intellectuel, quoi qu'il en soit. Pas que l'intellectuel ne veut pas de l'argent, non. Mais c'est la production d'abord, l'argent après. J'ai bien aimé l'intervention de son ami philosophe que je découvre et que j'aurais pu découvrir sur les plateaux de télévision ou bien au Grand Théâtre en train de chercher des sous. Il ne l'a pas fait. C'est aujourd'hui que j'ai découvert. Donc c'est pour dire tout simplement que encourageons la production pour nos enfants. Parce qu'aujourd'hui, nos ancêtres nous ont légué des œuvres. Nous devons léguer des œuvres également à la postérité. Diama, je l'ai connu il n'y a pas longtemps. C'est à la suite d'une conférence que nous avons organisée à l'endroit de nos élèves. Elle a invité, dans le cadre de telle école toujours, elle a invité 4 profs de philo. Mais quand je pensais qu'elle était journaliste. Mais quand elle introduisait les invités, en parlant du thème, mais j'ai dit, mais elle est philosophe ou quoi là? Mais après, on m'a dit, mais j'ai dit que c'est ça l'effacement. Elle s'efface totalement au profit de ses collègues. Mais quand elle introduit le thème, à la limite, vous vous dites qu'elle oriente même ceux qui vont suivre. Alors franchement, j'ai dit, c'est là que nous devons appeler. Et que nous devons faire boram la. Yalla nañ yalla doli sutura yalla na la yalla doli sutura xam nga lu may wax bu baax. Et que tout le monde n'est pas philosophe. Les gens ont appris la philosophie, mais tout le monde n'est pas philosophe réellement. Vivement que l'on ait des philosophes, des littéraires, désintéressés, qui réfléchissent, produisent pour la postérité. Et je ne veux pas être plus long, mais vraiment je suis très très honoré parce que je ne pensais pas que j'allais avoir la parole. Hein. Alors, Anna de Fatick, que tu n'oublies pas une étape de ta carrière. C'est pourquoi je dis toujours Anna de Fatick. Merci. 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 Merci, monsieur le directeur du groupe scolaire CEMAT. Alors, nous avons préféré donner la parole à M. Mboub avant Mme Daou, parce que M. Mboub n'est pas seulement le directeur de cette institution, donc c'est devenu une institution télé-école, et félicitations pour le travail que vous abattez vraiment, donc que vous abattez dans ce domaine-là, mais c'est parce que M. Mboub est également le préfacier. Quand j'ai lu, je pense, le deuxième paragraphe, j'ai dit pourquoi M. Mboub n'a pas fait 5 pages. Voilà, il écrit bien. Il écrit bien. Quelqu'un a dit tout à l'heure qu'il l'a découvert à 2STV. Effectivement, moi aussi, donc, j'ai découvert à 2STV. Je pense que c'est M. Tunkara qui avait écrit un livre. Et ce jour-là, celui qui avait pris la place de Tunkara. Mais c'était formidable. Monsieur Mboub, vraiment, merci pour tout ce que vous faites pour l'école. Moi-même, je suis passé donc une fois ici à cette émission-là. Et les services que vous rendez à la nation sans rien attendre, Dieu vous le rendra, Inch'Allah. Merci, vous avez la parole. Merci beaucoup, tout le monde. Je ne savais pas qu'il y avait un imam dans la salle. Sinon, j'aurais demandé qu'il procède par la prière avant qu'on ne démarre. Mais comme il n'est jamais trop tard de prier, eh bien, imam, priez pour la bénédiction de cette œuvre et après, je continue. Voilà. Merci beaucoup. J'ai aussi constaté que c'est un imam poète en même temps, parce que j'ai pu lire entre les lignes. Oui. Alors, moi, je pense que le plus heureux de tous, je pense que c'est plutôt moi, parce que simplement, c'est un double défi. Elle, pour sa préface, Madame Badiane, je me suis dit que je lui devais ça. Voilà, c'est ça. Je lui devais ce temps-là pour le faire, quelles que soient les conditions. Je vais vous dire un peu ce qui s'est passé durant la Covid, quand le président a décidé de fermer les établissements. 30 minutes après, moi j'ai fait une annonce, j'ai dit
nous allons mettre à disposition Télé-École et toute sa plateforme technologique pour accompagner l'école. Et après, évidemment, le ministère, on lui a demandé de faire en sorte que les enseignants puissent venir. Et un jour, j'ai dit, mais nous, on a tout, mais bon, philosophie, il reste encore. Et il y en a eu 2 cours. Et après, on me dit, ah, c'est le CRFPE, le directeur du CRFPE, M. Hassan Diagne, qui me dit, il y a une dame, elle s'appelle Madame Badiane, du lycée Plan Diakhaï, elle est volontaire. J'ai dit, ok, ben, donnez-moi le numéro. Donc, je fais le lien. Elle vient pour la première fois, je pense, en tout cas pour faire la télé. Vous savez, enseigner, c'est une chose. Mais enseigner à la télé, ça n'est une autre. Hein? Bon, voilà. Alors donc, d'habitude, je dis, bon, on fait un coaching pour que les gens puissent... Alors, on a fait quelques minutes, je dis, bon, écoute, vas-y, tu vas faire ton cours. Et elle a fait un cours magnifique. Magnifique. Avant le cours, on a discuté de philosophie, évidemment. Et après le cours, on discutait. Je lui dis, Madame Badiane, moi, depuis 2013, j'ai programmé une émission qui s'appelle Parlons Philo. Je n'ai personne pour la porter, parce que bon, les gens d'habitude, ils pensent que moi je suis un fou, et donc du coup, j'ai pas eu de répondant. Et puis tout de suite, elle me dit, mais monsieur Mboulou, mais ça, on va la faire. Je dis, ben c'est déjà bien d'avoir une... voilà. Et après, je dis, je dis par contre, mais toi, tu peux porter l'émission. Elle me dit, non, on va essayer. Je dis, non, toi, tu peux la porter. Après, cette émission-là, elle ne l'a pas portée. Mais elle a vécu avec, elle vit avec. Donc, elle gère ses invités, elle va aller coordonner les thématiques, elle fait de la recherche. Et puis, ce qui est grave, c'est que cette émission, elle est internationale. Et il n'y a jamais eu d'émission aussi audacieuse en philosophie, en plateau, comme ça, où c'est le monde entier qui écoute. Après, on fait de la philosophie dans les classes. Moi, mon objectif, c'était de sortir la philosophie des salles de classe, parce que la philo, c'est tous les jours, c'est la vie de tous les jours. Et donc, c'est grâce à cette émission-là, que même les élèves qui faisaient le bac ont pu, entre guillemets, réussir pour certains, mais mieux encore, des enseignants de philosophie jeunes, affectés, eh bien, avant d'aller en cours, ils vont aller regarder l'émission de philosophie pour préparer leur cours. Donc, doublement bénéfique. Et je dis, bon, Madame Badiane, la philosophie, elle n'est pas portée par une langue spécifique. Donc, si on philosophe en français, on avait déjà philosophé en grec, ou etc., et en arabe. J'ai dit, alors, il faut qu'on fasse Parlons Philo, mais en Wolof. Elle me dit, oui, mais on va le faire. J'ai dit, ben, c'est déjà bien. Parce que d'habitude, je pose des choses comme ça, les gens, ils me regardent comme ça, en disant, peut-être c'est un déséquilibré. Et elle dit, oui, on va faire. Et tout de suite, elle trouve les invités, etc. Et c'est l'une des meilleures émissions, Parlons Philo en Wolof. C'est quelqu'un, un cheikh qui m'a appelé, qui me dit, mais vous là, ce que vous avez dit dans votre émission de Parlons Philosophie en Wolof, mais nous aussi, c'est ce que nous vivons tous les jours. Alors que beaucoup pensaient que la philosophie était anti-religion. Donc, voilà, c'est pour dire, c'est pour confirmer qu'elle est une femme de défi. Et ça, si je dis je suis le premier doublement, on va dire, récompensé, mais c'est parce que d'abord, elle est de Télé-École, elle a validé des approches de défis impressionnants, mais doublement parce que aussi celle qui a été choisie pour présenter son ouvrage, elle est critique littéraire, mais elle est aussi de Télé-École. Et c'est pas moi qui lui ai demandé de faire pour elle, hein. Je ne savais même pas. Parce qu'elle, on lui a confié une émission très compliquée de folie, du mythe au dico. Donc, de la mythologie grecque, donc au dictionnaire, par où passent les mots, par leur contexte, etc. Et donc, elle fait cette émission-là, et jusqu'à présent, on n'en trouve pas. Donc, c'est pour dire simplement que c'est vrai que j'ai été fou, mais j'ai eu beaucoup de folles à côté qui m'ont accompagné et qui ont fait que les choses marchent bien, alhamdoulilah. Et c'est ça la famille Télé-École, c'est vraiment au service de l'éducation. Au départ, les gens pensaient que ce n'était pas possible. Et ils ont bravé les risques de la Covid pour venir ici. On avait des gels, des masques, etc. pour simplement qu'elles fassent des cours et qu'ils fassent des cours pour que les élèves restant chez eux puissent étudier à distance. Donc merci, vraiment bravo pour vous et vous tous. Alors maintenant, celui que je dois remercier aussi, c'est le mari. Hein, parce que j'avoue que je lui ai fait faire beaucoup de folie. Et je me disais, bon, je ne sais pas, elle rentre tard, etc. Mais vraiment, elle me dit tout le temps, mon mari, il vous félicite, etc. Et tout. Donc, merci beaucoup.
Voilà. Donc moi, c'était mon mot. Je vous félicite parce qu'un premier ouvrage, il n'y a rien à faire sinon féliciter. Un premier ouvrage, il n'y a rien à faire sinon féliciter. Pas plus. Parce que c'est comme un bébé, un enfant qui cherche à marcher. Marcher, c'est pas compliqué. Mais oser essayer de marcher, c'est ça qui est compliqué. C'est d'ailleurs pourquoi on le prend, on dit tété pour l'encourager. Mais quand il commence à marcher, on lâche. Donc aujourd'hui, ce qu'on doit dire, c'est félicitations. Moi, je suis passé par là. Mon premier livre édité en 2001. Après 2004, j'étais beaucoup plus jeune. Hein? Mais j'étais un peu fou aussi, quoi. Et quand Sada Khan m'a reçu à la RTS, mais le gars, il me disait, mais vous avez fait un chapitre magnifique, vous avez fait ça. J'ai dit, mais attends, mais est-ce que c'est moi qui ai écrit ça? Parce que tellement il voulait me mettre à l'aise. Et peut-être même, ce n'était pas aussi bon que lui, il le disait. Mais il me mettait à l'aise. Et c'est comme ça, c'est pour dire simplement qu'aujourd'hui, tout ce qu'on doit dire, c'est la remercier, l'encourager et attendre les autres livres. C'est un virus hein, quand vous écrivez. Moi, je suis à mon dixième livre à publier et c'est un virus. Ça va poursuivre. Donc, monsieur, il comprend que vous allez devoir... voilà, mais il vous accompagne. Donc, en tout cas, globalement, merci à tout le monde. Merci à la famille philosophique. Hein, moi, je suis de cette famille philosophique. Quand j'ai fait cette préface, j'étais entre la philosophie et la science. Donc, parce que l'ouvrage en tant que tel est bien fondé dans la philosophie et dans la science. Et je pense que c'est un engrenage assez complexe qui fait que finalement, il faut beaucoup de recul, beaucoup de calme, beaucoup de sérénité pour lire. Et la première lecture, ce n'est pas ce qui va vous édifier. Restez calme et relisez l'essence des mots et non pas la lettre, quoi. Et c'est comme ça que j'ai vu qu'elle a fait avec une plume aussi bien belle dans la forme que belle dans le fond et philosophiquement dans la pensée intellectuelle. En tout cas, merci à tout le monde. Et je vous laisse faire votre présentation. Merci au doyen Kitan pour votre belle émission. Merci Mboup. Je ne sais pas si vous avez un grain de folie, une étincelle de folie, mais ce serait intéressant que tous les Sénégalais deviennent fous. Parce que si être fou, c'est entreprendre comme vous et réussir comme vous, vivement que nous ayons une infinité de fous. Il a tellement raison. Madame Diama Badiane, c'est une femme de défi. Donc, il vient de confirmer ce que son collègue et ami, M. Ndiaye, a dit tout à l'heure. Donc, Madame Badiane, je reviendrai tout à l'heure, donc, en dernier lieu, sur son parcours et sur son ouvrage. Mais je dois dire tout de suite, avant de donner la parole à Madame Daou, qui va nous plonger dans les méandres du livre, et nous en faire une lecture vraiment littéraire. Donc, je dois dire que moi, je n'ai aucun doute que ce livre-là n'est que le premier d'une série. Ça, je peux vous en donner l'assurance. Inch'Allah. Bonjour à tous. Je salue toute cette auguste assemblée et je m'associe aux félicitations pour Madame Badiane parce que c'est pas facile d'écrire. Je parle en tant que prof de littérature. Et elle a osé en tant que philosophe et aussi en tant que sociologue. C'est un défi, on l'a dit tout à l'heure, c'est une femme de défi. Et on pense et on croit, on sait qu'elle a réussi ce défi. Madame Badiane, on s'est connus ici. On s'est croisés ici, plutôt. Un jour, elle m'appelle, elle me dit, Madame Dao, je voudrais que vous présentiez mon livre. J'ai dit, mais qui lui a donné mon numéro? Et tac, j'appelle M. Mboup, je lui dis, M. Mboup, c'est toi qui as donné? Non, vérifie avec elle. Et comme vous dire qu'elle ose, elle a appelé un formateur en philo au centre et qui lui a donné mon numéro. Et là, on revient, je lui dis, pourquoi moi? Elle dit, je vous ai suivi sur Télé-École. Et je dis que cette manière qu'elle a d'avoir confiance aux gens montre enfin que c'est une femme de défi. Parce qu'on ne connaît pas la personne. Comment à travers 2, 3, 4 émissions, tu peux avoir confiance? Et lolo Olof, mom lay wax, daf ma sas. Parce que j'ai présenté des livres, j'ai présenté des romans, mais dites-vous, je n'ai jamais présenté
une philosophe. Donc, je reviendrai sur ça. Et on remercie également M. Mboup, parce que c'est lui le link, en fait. Sans télé-école, je n'aurais pas connu Mme Badiane. Et en plus de cela, il nous a appris à être journaliste. On a tremblé ici, on a su, il m'est arrivé de prendre mon sac après plusieurs échellages, de vouloir repartir. Mais c'est lui aussi, c'est un homme de défi. Parce que sans lui, nous ne serions pas ici aujourd'hui. Si j'avais abandonné, Mme Badiane ne m'aurait pas appelé. Si Mme Badiane avait abandonné aussi, il n'y aurait pas ce débat aujourd'hui. Alors, pour le grand préfacier, je tombe dans le livre maintenant, elle parle de Mme Badiane qui a un regard multiple. Et tout à l'heure, nous en avons parlé. Elle a un regard de philosophe, un regard de sociologue, un regard de mère, parce que Covid aussi nous a touchés au plus profond de nous-mêmes. Mais aussi, elle a un regard d'humanité, parce qu'elle parlera de la solidarité dans son œuvre. Mme Badiane est optimiste. Déjà, elle a foi en Dieu, mais on voit le positivisme chez elle. Alors, son ouvrage aura une portée sous plusieurs rapports. Vous allez le voir tout à l'heure. On parlera de science, vérité, de état, besoin, de nature, innovation et de perception, réalité. Ce sont ces différents angles qui nous étonnent dans le roman. Pour elle, le monde est un village planétaire, virtuel, parce qu'on ne se voit plus, on ne s'écoute plus, on se link à travers le net. Donc, l'homme se sent victorieux. L'homme a marché sur la Lune. L'homme a créé des espèces, comme le clonage. L'homme a inventé des techniques ingénieuses, comme le drone. Mais l'homme a oublié la nature. Et ça, c'est le revers de la médaille. Alors, un tout petit être, après Vulus, va ridiculiser l'homme. Et Mme Badiane dira que ce virus va mener la danse de manière impitoyable et insaisissable si on se remémore les nombreux morts, si on se remémore les hôpitaux qui ont été pleins à craquer, et autres et autres. Des mesures barrières avec la distanciation sociale, l'hygiène, le port du masque sont devenus notre quotidien. Jusqu'à présent, encore, on a ce masque avec nous. Beaucoup de questions sont à l'ordre du jour sur l'origine ou sur les causes de cette pandémie. Elles se posent des questions et ces questions, ce sont nos questions. Alors, une autre anecdote. Quand j'ai lu Mme Badiane, j'ai l'impression de me lire. En fait, c'était une délivrance. Chaque fois que je terminais une page, je me dis, mais tiens, j'ai l'impression que je me lis. C'est une délivrance avec elle. Elle dit, est-ce une manipulation malencontreuse? On se rappelle les laboratoires de Wuhan. Est-ce qu'une arme est inventée? La guerre biologique, microbiologique. Et encore, on se pose des questions. Quand les remèdes ne sont pas conformes, on a vu beaucoup de remèdes ici. Quand les vaccins sont multiples, alors la solution, on l'a dit, elle l'a dit, il faudra vivre et cohabiter avec le virus. Et c'est le point de départ de son récit. Le récit se compose de deux grandes parties. Une première partie nommée « Affaires de laboratoire », parce que là, on aura la Mme Badiane scientifique, la Mme Badiane diététicienne, la Mme Badiane sociologue, etc., etc. Cette première partie s'ouvre sur la vanité de la science. La science qui est vaniteuse, qui se dit gardienne de l'espoir et de la dignité. Comme le disait Hippocrate dans son serment, on soulagera le monde, nous, médecins. Malheureusement, le virus mute, change de forme, étonne l'homme et on va parler d'un virus intelligent parce qu'il se comporte comme l'homme. La métamorphose du virus nous amène à nous dire qu'il est malin. La chloroquine est devenue le remède par excellence. Descartes disait « Suspendons notre jugement pour agir car l'action est une solution ». Le professeur Raoul, qui avait associé la chloroquine, un antiviral, à l'azithromycine, un antibiotique, obtient des résultats louables. C'est ainsi que Einstein et Infield diront aussi que la science ne sera jamais un livre achevé,
si nous nous rappelons les nombreuses critiques à l'égard du professeur Raoul. En science, expérimenter, c'est essayer, mais ce n'est pas spéculer. Le courage et l'audace du professeur Raoul est à saluer. Et Mme Badiane dira à la page 20 que si le virus était un ennemi visible, Trump l'aurait abattu de son temps. Malheureusement, ce n'est pas un ennemi visible. Au chapitre 3, Socrate est le taon de la Grèce. Les philosophes ne diront pas non. Raoul, par sa voix de la raison, sera le taon du monde contemporain. D'après lui, tout est dans la nature, il faut retourner à la nature. Et la chloroquine se trouve dans la nature. Alors, une anecdote, nous, Africains, quand on nous a parlé du chloroquine, on a ri, parce que nous tous, on a bu cette chloroquine tellement de fois quand on était jeune. Toutes les semaines, on te disait, prends 3 comprimés, c'est une prévention. Donc, nous, on disait que cette chloroquine, mais moi, j'ai vu des gens aller regarder les garab Nîmes pour voir s'ils pouvaient même piler et boire ça pour remplacer cela. Donc, le monde se réveille. Le monde sait que sans la nature, rien ne peut se faire. Malheureusement, la science est têtue. La science est têtue parce que tout simplement, la science n'aime pas la simplicité. La science n'aime pas l'innovation. Tout simplement aussi parce que la science est financée par un groupe d'élite, par une minorité. Et donc, elle dira que la science n'est pas libre. L'OMS, on va le citer, j'espère qu'ils ne diront rien. L'OMS fut réticent au Covid organique malgache. Pourquoi? Beaucoup de questions. Est-ce par rigueur scientifique? Ils n'ont pas confiance aux malgaches. Est-ce parce qu'on n'a pas fait de tests sur les Occidentaux? Parce que c'est peut-être eux nos références, malheureusement. Ou bien aussi parce que nos pères africains n'ont pas validé le test malgache, le vaccin malgache. Bachelard disait, malheureusement, la science n'a que l'âge de ses moyens ou de ses instruments. Peut-être que aussi le vaccin malgache n'était pas assez outillé. Il y a une instrumentalisation de la science, car on tâtonne de vaccin à vaccin pour des raisons de conflit économique ou de prestige. Et ainsi, on trouve que la morale doit s'associer à la science. La science doit avoir un seul slogan, la science pour l'humain. La Covid nous a montré, beaucoup d'enseignements avec la Covid, que science et éthique doivent s'associer. Mais il y a un paradoxe à relever aussi, un grand paradoxe. Quand quelqu'un est malade, nous l'avons vu, ils ont peur, surtout les Sénégalais, ils ont eu peur des vaccins. Quel paradoxe, parce qu'il y a eu des préjugés. On a dit, on a entendu, on nous a dit, etc. Le vaccin AstraZeneca est passé de valide à invalide, et pour Popper, c'est une attitude normale, car, disait-il, les tests empiriques mesurent les effets secondaires. Et aujourd'hui, sur cet aspect, on aura la diététicienne qui va parler. Pour Mme Badiane, l'alimentation est notre premier vaccin. On ne mange pas bien. Notre système immunitaire devient faible et défavorisé. Donc, dans le Saint-Coran, elle revient sur ça, l'eau est source de vie, à la page 40. Elle montre que l'alimentation fournit 95% de la fortification immunologique. Elle est naturelle et elle est sans effet secondaire. Les tests vaccinaux qui coûtent des milliards, elle a parlé de vaccination planétaire, ne seront jamais utiles parce que tout simplement, on n'a pas accès à la priorité. La priorité pour elle, c'est quoi? C'est revoir les accords de pêche sur les ressources halieutiques, les protéines et les oligo-éléments, mais aussi revoir tout ce qui tue l'alimentation. Qu'est-ce qui ne va pas? Au chapitre 8, elle rend de belles images. Elle rend hommage avec de belles images aux médecins. Le passé, des verbes, le présent et le futur symbolisent l'immortalité. Des verbes comme chanter, glorifier, briller et des substantifs comme dignité, grandeur, abnégation renvoient à la magnanimité du corps médical et paramédical. Tout à l'heure, Imam a parlé de pharmacovigilance, je crois. C'est devenu aujourd'hui une nécessité en Afrique pour garantir, détecter, contribuer, collecter, etc., etc. Donc, c'est pour montrer que la pharmacovigilance est devenue nécessaire.
Dans la deuxième partie, elle nous parle de Covid régulateur ou perturbateur. Pour Mme Badiane, le virus est une école avec des valeurs. Et des valeurs qu'on a oubliées, la solidarité, le devoir, la peur, l'humilité, la sensibilité, la patience. Et ce virus a déconstruit toutes ces idées pour dire à l'homme, reviens à ton état premier. Même si c'est un état sauvage, c'est un état qui est premier et qui t'est bénéfique. Rousseau disait, il faut briser l'individualisme par l'union des forces individuelles et promouvoir le vivre ensemble. Parce que l'homme est devenu égoïste. L'homme est devenu individualiste. Au chapitre 3, le numérique entre en jeu. On l'a vu, c'est une révolution. Il faut changer de paradigme. Le bitcoin, la monnaie électronique, la télétravail, la visioconférence, le e-learning annoncent une ère nouvelle, sans compter le confinement qui renforce les liens familiaux. Tout le monde l'a vu, quand on reste chez soi, on se rapproche des siens. Pendant les couvre-feux, pendant l'état d'urgence, les familles étaient revenues à leur état normal. Finalement, la pandémie est un mal nécessaire. Darwin disait, « est intelligent celui qui s'adapte et retourne les situations à son profit. » L'homme est intelligent, il devait retourner cette situation à son profit. Une société doit avoir pour ennemi la folie, le sommeil et l'absence d'interrogation. Le suivisme est à bannir et elle a parlé de moutons de Panurge. Et Mme Badiane de dire qu'il y a une pandémie des valeurs. Les gaspillages dans les cérémonies, on a tous suivi, la paresse, la soif de pouvoir, l'hypocrisie. On a même voulu convertir l'anormal en normal au Sénégal. Il y a une phrase en Wolof qui dit « Khalis dañ koy lijjanti, mais duñ ko liggéey, dañ koy lijjanti ». Ça, c'est anormal. Et pourtant, aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui croient à cela. Le 8 mars permet à l'auteur de revenir sur les chaînes. Alors, attention à chaînes, avec chapeau sur le i, politique, culturelle, sociale, économique qui brime la femme. À la page 73, elle n'est pas féministe. Elle ne réclame pas l'égalité ni la parité, mais elle réclame justice. Le style oratoire avec les phrases sans verbe et les symboles de l'immortalité féminine à travers Aline Sitoé, à travers Mam Diara, Mam Fawad Wele, elle en cite. Sincèrement, je vous recommande de lire ce livre. De l'immortalité, merci, de l'immortalité féminine lui permet d'affirmer que le XXe siècle est le siècle des Lumières de la femme, en référence au XVIIIe siècle, le siècle des Lumières. C'est ainsi qu'elle rend hommage, tout à l'heure on en a parlé, à Mme Souma de l'hôpital principal, qui est un bel exemple avec sa générosité, sa disponibilité, son travail titanesque pour donner espoir à ses malades avec la téléconsultation. Elle en a des exemples. Les manifestations du 6 mars ont montré que le peuple aura toujours le dernier mot, car il est libre, même s'il dort de temps en temps. La lettre pour le président de la République, dans ce roman, dans ce récit, rappelle les priorités sur l'alimentation, sur un plateau médical plus élevé, sur une urbanisation positive, sur une économie et une culture verte. Quant à l'Assemblée nationale, elle en parle à nos députés, son rôle de pouvoir législatif ne peut lui conférer un statut d'auteur, mais plutôt d'acteur. Tout le monde sait que le peuple est auteur et les députés sont des acteurs. Malheureusement, la volonté générale est confondue avec la volonté représentative, qui pourtant aurait dû s'aligner. Cela brise le contrat social d'après Rousseau. Au chapitre 10, on a une belle métaphore sur Nimrod, le grand roi avec un moustique dans l'oreille, un roi qui se croyait imbattable, un roi qui se croyait immortel, un moustique dans l'oreille ressemble à ce petit virus qui punit aujourd'hui, qui sanctionne et rappelle à l'ordre ce pourquoi aujourd'hui il faut une approche holistique qui intègre et respecte la nature. Mais le pessimisme de Coluche, l'artiste Coluche, ouvre les yeux sur ce grand défi avec la nature, parce qu'on se rappelle, Coluche avait dit, si un écologiste devenait président, les arbres devraient voter, pour montrer que ce serait l'irréel. À la page 98, une des dernières pages, l'auteur revient sur des accusations avec les laboratoires, la nature
Et il pose la grande question, comment vivre mieux, même s'il y a répondu avant. Alors, je terminerai par une grande question philosophique, parce que j'ai dit, je ne suis pas philosophe, je suis littéraire, j'ai survolé. Alors, quand elle prendra la parole, elle pourra nous éclairer sur la philosophie d'Edgar Morin et de Luc Ferry. Parce que ce sont deux philosophes sociologues et Mme Badiane les a pour référence. Et c'est important pour le récit. Merci beaucoup. Merci vraiment, merci Madame Ndao pour cette lecture extrêmement pointue de l'ouvrage de Madame Badiane. Je retiens quelque chose qui m'a marqué, c'est la référence à Nemrod. Donc, Fossil Lebegnas disait, l'islam, diamono ji ñëw day ànd ak moom. Parce que donc Dieu s'adresse aux hommes de façon parabolique. Et heureux sont ceux qui savent lire les paraboles. Parce que donc toute l'existence humaine et toute la nature sont des paraboles. Et merci Madame Badiane de vous référer à cette voilà, donc à cette forme de connaissance, parce que le livre, le monde est un livre, comme disait Descartes. Et ça, vous le devez en partie certainement à l'imam Seck, jërëjëf imam. Nous allons peut-être tordre le cou au protocole, donner la parole avant vraiment d'écouter l'héroïne du jour, Madame Badiane, donner la parole à mon ami et frère M. Kane, pour qu'il nous donne donc une lecture brève, son impression de l'ouvrage de Madame Badiane. Vous avez la parole. C'est mon doyen. C'est une note de lecture, peut-être destinée à l'éditeur, qu'il pourrait toujours intégrer. Mais souvent, j'entends opposer littérature et philosophie. Mais la littérature du XXe siècle est philosophique. Les Camus, les Sartre sont de grands philosophes. Le XVIIIe siècle aussi est philosophique. Donc, c'est la réflexion, c'est l'interrogation, c'est l'étonnement. Donc, Covid-19, un virus en mission. Moi, je dirais, Covid-19, un virus en mission commando, commandé ou recommandé. Pour un essai, c'est un véritable coup de maître. Madame Badiane a su, à travers ce texte, révéler le doute qui habite les consciences et renforcer durant la période de pandémie, voire au-delà, les incertitudes de notre époque. Tantôt, on parle de doute, mais le doute est là, le doute est philosophique. Bien. Pour un essai, elle a su s'adapter, ce genre, à cette réflexion dubitative, sous différents aspects. Un auteur, l'essai se définit comme un genre, permettant à un auteur de répondre à un débat politique, littéraire, mais avec Madame Badiane, c'est philosophique. Les essais de Montaigne aussi étaient philosophiques. Parce qu'au XVIe siècle, c'était des savants, et les savants étaient des philosophes, des littéraires. C'est pourquoi le choix du pronom « on », derrière lequel elle se cache, à la place du jeu attendu, pourrait se lire comme une marque d'humilité, marquée par le voile qu'elle porte, qui la marque. Humilité face à l'inconnu, aux doutes, aux incertitudes, ce virus remettant en doute toutes les certitudes, mais surtout ouvrant la voie à une nouvelle ère. Elle l'a dit tantôt, nous sommes à une nouvelle ère, à une nouvelle époque. Une ère qu'il faudrait inventer, une ère nouvelle, à recréer, pour reprendre Guilbeault, la refondation du monde. Cette refondation doit être universelle et collective, d'où la fréquence de cet autre pronom, nous, elle utilise trop le nous. Et pour ce faire, Madame Badiane donne à son œuvre une fonction d'archivage et de devoir de mémoire, afin qu'on s'en souvienne pour mieux envisager ce futur à construire. Cet essai est philosophique, justifié par ses questions oratoires et phrases interrogatives. Ces questions soulevées sont souvent plus importantes que les réponses attendues et données. Quelques pistes maintenant pour lire Madame Badiane. Je dirais une panafricaniste, et je crois que quelqu'un l'a révélé, c'est l'éditeur. Je dirais aussi qu'elle est provocatrice par rapport à son style. Je dirais aussi sa langue est très accessible. Si on consulte le dictionnaire, c'est seulement pour chercher les concepts. Donc voilà ces quelques minutes que vous m'avez accordées. Merci beaucoup, M. Kane.
Nous allons maintenant vraiment, parce qu'il ne faut pas être aussi, comment dirais-je, chronophage. Donc les gens sont restés là depuis très longtemps. Donc nous allons donner la parole à notre héroïne du jour, Madame Badiane, pour qu'elle délivre un message. Et à la suite de Madame Badiane, donc si une ou deux personnes peut-être veulent prendre la parole, elles prendront la parole donc pour poser des questions et elle répondra, Inch'Allah. Madame Badiane, vous avez la parole. Merci beaucoup, doyen Kitan. Merci à tout le monde. Je tiens tout d'abord à vous remercier, ainsi que l'assistance de m'avoir honoré par votre présence. Je dis merci à mon mari. Je dis merci à mon mari. Je dis merci à mon mari et je le répète encore parce que je sais pourquoi je le dis. Pourquoi je dis ça. Je dis merci à ma famille, à ma belle famille, ma belle-mère qui est là, qui est comme ma mère, qui est comme ma cousine, mes amis, mes voisins, mes collègues. Je dis merci à mon frère Lamine Badiane, merci à mon frère Pape Samba Gueye qui est derrière. Je salue tout le monde. Je dis merci à tout le monde. Merci à mes voisins de Comico, à mes collègues et à tout le monde. Je dis merci aux éditions Sigima, vraiment de m'avoir choisi, aussi de m'avoir édité. Parce que là, je dis merci. Pourquoi? Parce que M. Walindour, c'est un panafricaniste. Et il m'a dit, la façon que vous parlez du professeur Raoult, parce que moi, pourquoi j'avais choisi professeur Raoult, je vais dire le pourquoi et le comment du livre encore. J'ai choisi le professeur Raoult, comme l'a dit Madame Dao, parce qu'après elle, je me dis, est-ce que je dois parler? Parce qu'elle a tellement bien parlé que je me dis, mais est-ce que je dois ouvrir la bouche? Parce que devant elle, je ne dois pas parler. Le pourquoi et le comment du livre. Parce qu'en tant qu'observatrice de ce qui se passe dans le monde, en tant que philosophe, je dis philosophe en premier lieu, parce que la philosophie m'a charmée. Et en tant que sociologue aussi, j'ai jugé nécessaire de réfléchir sur la Covid-19. Certes, la Covid peut faire mal, mais une conversion du regard s'impose pour mieux résister. De ce fait, il y a une dimension positive. Je dis une dimension positive parce que la Covid-19 n'est pas négative. C'est un mal nécessaire, comme vous l'avez dit. Une dimension positive dans la mesure où c'est une dimension positive. À partir de cette souffrance due à la Covid-19, on peut en sortir beaucoup plus performant et apte à faire face aux difficultés de notre quotidien. Et moi, je vais inviter les Sénégalais à faire une reconversion du regard sur la pandémie de la Covid-19, parce qu'elle n'est pas négative. La Covid-19 nous a appris à vivre autrement. Parce que l'homme croyait être maître du monde, comme le disait Descartes. À un moment donné, Descartes disait qu'il faut que l'homme soit maître et possesseur de la nature. Mais cette possession et le fait de croire être maître du monde nous a conduits vers cette question que Mme Dao m'a posée, l'Homo sapiens demens, d'Edgar Morin. Et pourquoi elle dit disciple? Elle a l'impression que je suis disciple d'Edgar Morin. Parce qu'Edgar Morin pense que l'homme a pensé être au sommet. Et à un moment donné, il nous fallait réfléchir, faire un retour en arrière. Et la Covid nous pousse à réfléchir sur le sens de notre existence. Et d'ailleurs, c'est l'essence de la philosophie. De nous poser la question, qui sommes-nous? Nous qui sommes, et c'est l'exemple de Nimrod. Qui sommes-nous? Et cette question va nous permettre de vivre autrement. Parce que là, la Covid nous a poussé à comprendre que nous devons vivre ensemble. Être solidaires. Savoir que moi, j'appartiens dans une société et que cette société est constituée d'individus. Et quand je dis individu, vous savez pourquoi je le dis, parce que l'individu a besoin de socialisation, a besoin d'éducation. Donc une fois que nous recevons cette socialisation de la société, nous devons aussi savoir que nous allons être des personnes. Vivre avec autrui me permet aussi de savoir qu'autrui est comme moi. Et c'est cette mission-là que la Covid-19 peut avoir pour réveiller la conscience des hommes. Et c'est un honneur pour moi aussi, j'en profite pour dire, c'est un honneur pour moi de vous présenter cet essai, qui présente à mes yeux une contribution à l'effort de guerre que notre modernité vient de mener contre le coronavirus.
nos pensées, aussi profondes soient-elles, nous suivent silencieusement, comme notre ombre, pour surgir en temps de situation trouble, afin que nous partagions, pour apaiser nos inquiétudes et aussi pour apaiser nos souffrances. La Covid-19, un virus en mission, n'échappe pas à la règle. Et elle ne peut pas échapper à la règle. Ce titre révèle que le coronavirus doit être compris et considéré comme un vivant, dont le destin était de croiser notre chemin pour mieux guider nos pas vers l'amélioration, la conservation de notre espèce. Elle a rectifié nos erreurs en nous, nous indiquant la démarche à suivre pour une humanité meilleure. Sur le plan éducatif, là, quand je dis sur le plan éducatif, c'est là où je voulais attendre pour dire merci à Miss Blue d'avoir eu le courage, l'audace, la détermination pour innover. Pourquoi je dis innover? Parce que télé-école. Dire télé-école signifie quoi? Ici, il n'y a pas ce que les tout couleurs font. Il n'y a pas de danse ici. Il n'y a pas rien. C'est pour dire, faire un clin d'œil à Djelia, ma belle-sœur Djelia Ba. Il n'y a pas de danse ici. Il n'y a pas d'autre chose que l'éducation. Télé-école. Et là, je pense que pourquoi il y a beaucoup de baraka dans télé-école? Parce qu'il l'a fait pour obéir à Serigne Saliou. C'est quelqu'un qui aime beaucoup Serigne Saliou. Moi, je ne peux pas dire merci à Miss Blue. Pourquoi? Parce que Miss Blue a fait de nous, je l'appelle Miss Blue, a fait de nous des journalistes, a fait de nous des professeurs universels. Parce que là, aujourd'hui, quand on fait un cours, ce n'est pas un cours pour le Sénégal. C'est un cours pour l'humanité tout entière. Donc, ce qui signifie que Miss Blue, vous êtes en train de développer un pays. Et vous êtes un exemple. Moi, je dis, vous m'avez appris. Miss Blue m'a appris à chercher l'excellence partout. Parce qu'avec Miss Blue, vous parlez, vous dites, non, il faut voir comment encore. C'est-à-dire qu'il faut reprendre encore. C'est-à-dire qu'il nous pousse à chercher l'excellence. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que c'est un exemple que tous les Sénégalais devaient suivre et aussi le courage, la détermination. Parce que ce n'est pas facile. Ah non, ce n'est pas facile. Une institution comme ça, ce n'est pas facile de gérer télé-école. Et pourtant, il fait ce grand travail. Merci, Miss Blue. Merci, professeur Hassan Bou, pour tout. Merci. Et sur le plan sanitaire, c'est là où je vais profiter pour dire merci à Madame Souma. Et il y a un chapitre dédié à Madame Souma, qui est la marraine de cette cérémonie. Empêchée parce que, quand même, il y a cet empêchement a d'autres raisons que la raison peut comprendre. C'est pourquoi je comprends. Elle a expérimenté la téléconsultation. Il y a Cher Djei qui est là, Madame Djei, qui peut témoigner ce que je dis. Parce qu'elle a montré aux Sénégalais qu'il est possible de traiter, de soigner quelqu'un à distance. Et là, c'est extrêmement important. C'est pourquoi je demande au ministère de la Santé de prendre l'exemple de Madame Souma pour savoir qu'il est possible d'utiliser la téléconsultation au Sénégal. Parce que tout le monde pensait que la téléconsultation, c'est pour l'Occident. Ce n'est pas pour l'Afrique. Et j'en profite pour parler de pharmacovigilance, qui a séduit M. Ndour, l'éditeur. Parce que la pharmacovigilance, saviez-vous que la pharmacovigilance, on n'en a pas en Afrique? Il n'y a pas d'agence. Et dans le livre, dans cet essai, je demande à l'État du Sénégal de créer une agence sénégalaise de pharmacovigilance. Et plus loin encore, de créer une agence africaine de pharmacovigilance pour créer les problèmes de pharmacovigilance africaine. Pourquoi? Parce que, saviez-vous que nous, on prend des médicaments comme ça. Et on prend des médicaments, mais on n'a pas où aller pour dire il y a des effets secondaires. Mais si on a une agence sénégalaise de pharmacovigilance, une agence africaine de pharmacovigilance, mais les gens vont avoir où aller pour faire des réclamations, pour déclarer des effets secondaires qui n'ont pas été notés. Et je profite de l'occasion pour reprendre un peu Madame Ndao quand elle disait diététicienne. Pourquoi diététicienne? Que je ne suis pas, parce que Djelia me regarde avec les yeux comme ça. Pourquoi? Parce que je dis, l'alimentation constitue mon premier vaccin.
l'alimentation, c'est mon premier vaccin. Quelqu'un peut avoir des problèmes, par exemple, un taux de cholestérol élevé. On va dire, je regarde ma belle-mère avec ses masques, mes deux mamans qui sont là. Quand on a un taux de cholestérol élevé, quand on a un bon médecin qui communique avec nous et qui nous montre que l'alimentation va renforcer mon système immunitaire, je dois savoir que, par exemple, si mon HDL, qui est le bon cholestérol, mon LDL, qui est le mauvais cholestérol, c'est-à-dire que quand le LDL est élevé, on a beaucoup de risques. Mais quand on voit la santé autrement, on peut comprendre qu'on peut régler ce problème avec l'alimentation. Le ndamaras que nous avons est extrêmement riche en oméga 3. Les poissons que nous avons, les barracudas, c'est-à-dire les poissons qui ont une couleur noirâtre, sont extrêmement riches en oméga 3. Et une fois qu'on prend du oméga 3, c'est-à-dire que des produits qui contiennent beaucoup d'oméga 3, c'est-à-dire que ça renforce notre système immunitaire et va élever le HDL, qui est le bon cholestérol, et va diminuer le mauvais cholestérol, qui est le LDL. Ainsi, avec l'alimentation, je vais soigner ma maladie et aussi je vais avoir la possibilité de vivre plus longtemps que possible parce que les tout couleurs ne visent que ça. Sur le plan alimentaire toujours, pourquoi je parle de système immunitaire? Parce que c'est quand on parle de l'armée sénégalaise, quand l'armée n'est pas bien protégée, quand l'armée ne nous protège pas, nous n'avons pas d'État sans armée. Nous, notre armée, c'est notre système immunitaire à travers l'alimentation. Donc, c'est extrêmement important de prendre en compte l'alimentation pour savoir que l'alimentation peut soigner. On ne mange pas pour manger, mais on mange pour aussi renforcer notre système renforcer notre système immunitaire. Sur le plan social, je pense que j'ai plus quelque chose à dire parce que Madame Ndao a déjà parlé de tout parce qu'elle nous dit que la Covid doit changer notre manière de vivre, va pousser les hommes à savoir que je dois bien prendre soin de ma femme parce qu'elle est là, elle m'attend. Donc, ce qui veut dire que la Covid nous demande à être, à renforcer les liens familiaux. Et c'est extrêmement important de prendre conscience aussi de l'importance du vivre ensemble, de la solidarité. Dans cet essai, vous n'y trouverez rien d'alarmant. Non. Seulement des questionnements sur le rôle de la science dans la gestion de cette pandémie, des conseils et orientations pour un monde sain et surtout des remerciements envers les farouches combattants et combattantes pour la santé publique. La Covid-19 a bouleversé le monde et même la science. Là, je parle parce que Doyen Kitane sont là et Mor Hafsa, donc je vais faire attention. Dans la mesure où aujourd'hui, la science a besoin d'être redéfinie. La définition authentique de la science devient caduque parce que la Covid-19 a tout chamboulé, jusqu'à chambouler la science. On a besoin de redéfinir la science parce que la science était une vérité absolue, une vérité où il fallait l'expérience, il y a le principe de nos contradictions, etc. Aujourd'hui, la Covid-19 a tout chamboulé, jusqu'à même chambouler la science. Donc, ce qui signifie que l'homme doit relever ces défis. Et je vais parler du professeur Raoult. Ah oui, professeur Raoult, comme Madame Ndao vient de le dire, Socrate était le taon de la Grèce antique. Mais professeur Raoult aujourd'hui est le taon de ses pairs. Il a montré que la science peut être aussi banale. Ah oui, quand la Covid était venue, tout le monde pensait que le remède de la Covid allait être un remède extraordinaire. Et professeur Raoult sort, c'est comme si la Covid a une mission métaphysique. Et là, je dis que la Covid a une mission aussi métaphysique que physique. Donc, je dis merci au professeur Raoult de m'avoir réveillé de mon sommeil dogmatique, parce que c'est le professeur Raoult qui m'a réveillé et qui m'a dit « Ah non, il faut que tu parles avec l'humanité. Il faut que tu dises ce que tu penses. Il faut que tu montres à l'humanité qu'il y a une autre façon de voir le monde. » Qui n'est pas parce qu'on va suivre ce que tout le monde dit, mais il faut innover, il faut réfléchir, il faut raisonner pour trouver une solution alternative qui sera une solution positive. Positive parce que je suis disciple de Luc Ferry, comme pour répondre à sa question, parce que Luc Ferry nous dit il faut quand même penser à la nature. C'est pourquoi il y a une question où j'ai dit est-ce que la Covid-19 n'est pas un virus?
inventé par la nature pour se venger. Parce que quand même, la Covid-19 est venue, a trouvé l'homme et c'est en train de gaspiller la nature, en train de menacer la nature. Donc je fais tout, je regarde, je ne pense pas à la nature. Alors que planter un arbre me permet de mieux vivre. C'est-à-dire que moi, je participe c'est-à-dire que l'arbre va me permettre de mieux vivre. Et pourtant, est-ce qu'on pense à ça? Donc, Luc Ferry nous pousse à avoir une autre vision du monde, une vision positive, une philosophie positive pour mieux vivre. Et aussi, je n'ai pas parlé sans parler d'un chapitre qui me tient à cœur. C'est là où j'ai parlé de la femme. J'ai dit la Covid-19 doit réveiller les femmes du monde. Et c'est pourquoi j'avais dit que toutes les femmes dans tous les pays du monde se réveillent et disent non. Non à quoi? Non à l'instrumentalisation de la femme, sur tous les plans. Sur le plan politique, sur le plan religieux, sur le plan culturel, etc. Donc on doit dire non à l'instrumentalisation. Et aussi que toutes les femmes de tous les pays du monde se lèvent pour réfléchir et raisonner, pour essayer de savoir que l'essentiel est ailleurs. On nous pousse à réfléchir, on nous pousse à voir autre chose qui n'est pas l'essentiel. Donc on nous désoriente vers l'inessentiel alors que l'essentiel est ailleurs. Ce livre est né parce que je connais quand même un ami, Demba Sow. Je ne sais pas s'il est parti ou non. Et je dis, c'est Demba qui m'a appris à connaître Dieu, à quand même réfléchir en pensant à mon Seigneur. Je dis merci à Demba. Vous savez pourquoi je dis merci? Parce que Demba, c'est quelqu'un qui est tellement positif que, oui, c'est quelqu'un qui est extraordinaire. Je ne peux pas dire beaucoup, mais je dis merci à Demba Sow. Merci pour tout. Et je vais dire merci au groupe scolaire CEMAT. Merci M. Faye. Merci à Penda Saré, à Mor Saré. Merci à la famille Saré. Merci au groupe CEMAT. Vous n'avez ménagé aucun effort pour la réussite de cette cérémonie. Merci à vous. Parce que là, c'est l'éducation. Le groupe scolaire CEMAT, quand je suis partie là-bas, le milieu m'avait séduit. Et j'avais vu un grand homme, M. Faye, un homme qui travaille et qui ne parle pas. Il m'avait séduit. Merci, M. Faye. Merci au groupe scolaire CEMAT. Merci à vous tous. Merci à Pape Senghane. Pape Senghane Ndiaye, ça fait très longtemps. Merci de votre présence. Vraiment, je suis très, très contente de vous voir ici. Et je dis merci à tout le monde, à ma grande sœur Degen. Je dis merci à ma grande sœur Koumba Gueye qui n'est pas là et qui m'est extrêmement chère. Elle m'est très chère. Koumba Gueye, merci à ma sœur. Et c'est pourquoi j'ai parrainé cette cérémonie à son mari, Abdoulaye Traoré, un grand homme. Abdoulaye Traoré qui m'a vu grandir, qui m'a épaulé, qui m'a soutenu sur tous les plans. Le mari à ma grande sœur, c'est un grand homme. Merci à vous, Abdoulaye Traoré. Et je vous souhaite bon rétablissement, que Dieu vous protège par sa grâce. Merci à vous. Et je dis merci à mes voisins de Komiko. Ils sont là. À ma mère Khadisei. Je dis oui parce que je sais qu'elle s'est tapée quand il faut. Je dis merci à Tata Aïda, je dis merci à tout le monde. Issa Tal qui est mon mari. Merci à vous Issa. Merci à tout le monde. Mme Diour, Tata Fatsek. Tata Fatou, je ne peux pas parler sans parler de vous. Merci. Elle est une mère. Ah oui, elle est ma mère à Dakar. Et c'est pourquoi j'ai dit ça. Elle est une grande dame. Elle est la meilleure amie à ma belle-mère. Et pourquoi je l'appelle donc ma mère? Ça signifie beaucoup de choses. Merci Tata Fatou. Cette amitié date de plus de 50 ans. Donc ça signifie que c'est sincère. Merci à Mam Oumou, Mam Diour. Je dis merci parce que moi j'ai l'habitude d'appeler les gens comme mes enfants. Je les appelle Mam. Merci à vous tous. Je dis merci à mes enfants. Merci à mes enfants. Parce que quand même, sans eux, je ne suis absolument rien. Merci à vous tous, mes enfants. Merci à la Jamaat Ibadah Rahman, au mouvement des femmes de la Jamaat Ibadah Rahman. Parce que moi, je suis un produit de la Jamaat Ibadah Rahman. Ah oui, c'est la Jamaat qui m'a éduquée, qui m'a formatée. Merci à vous.
Merci à vous tous, vraiment. Je dis merci à mes sœurs, la famille Badiane. Ah, je dis merci à mon mari Maïlout Ndiaye qui est derrière. Maïlout qui est l'ami de mon mari. Maïlout, merci. Ndeye Badiane. Baba Aïdara. Toi, vous n'êtes pas l'ami de Sanou, mais vous êtes mon ami. Il était l'ami de Sanou, mais quand je suis venue, il n'est plus l'ami de Sanou, mais il est mon ami maintenant. Merci. Et je n'ose pas finir sans parler de ma nièce Fatou Camara. Merci à ma sœur Diorsi. Merci à vous tous. Merci au doyen Kitan. Et là, je vais quand même prendre une pause pour vous dire pourquoi. C'est lui qui m'a appris la philosophie. J'ai préparé mes cours. Je venais voir M. Kitan pour lui soumettre mon cours. Mais il a une belle façon de faire. Il fait des critiques positives. Parce que ça, c'est important. Doyen Kitan et Morab Sandiaï m'ont appris la philosophie. Parce que la philosophie, ce n'est pas quelque chose qu'on apprend comme ça. Et quand M. Faye disait, je comprends bien pourquoi il dit ça. Être philosophe, c'est être généreux, intellectuellement. Merci à vous, Doyen Kitan. Aujourd'hui, partout, moi, Rapsa peut témoigner ce que je dis, partout où je passe, je parle de vous. Parce que sans vous, peut-être je ne serais pas philosophe. Parce que c'est lui qui m'a incité à aller m'inscrire au département de philosophie pour aller avoir mes diplômes. Et aujourd'hui, je travaille sur Edgar Morin et je suis en train de réfléchir sur l'Homo sapiens demens parce qu'Edgar Morin nous invite à réfléchir aujourd'hui, de faire un retour en arrière. Parce que l'homme qui croit être maître et possesseur de la nature, aujourd'hui doit retourner, réfléchir pour faire une pause, pour essayer de voir autrement. Et je dis merci à tout le monde. Merci vraiment pour tout. Merci vraiment, Madame Badiane. Moi, je vais préparer quelque chose, hein, mais je pense que je vais faire tabula rasa. Pour deux raisons. D'abord, parce que il faut reconnaître que nous avons été chronophages, donc on a débordé, on a beaucoup parlé. Et ensuite, parce que pratiquement tout ce que je voulais dire a été dit et de la plus belle façon. J'aimerais juste témoigner sur Madame Badiane un tout petit peu. Madame Badiane, elle est d'une générosité exquise. Je sais que les Halpulaars sont très pressés d'aller faire la collation, mais juste une minute, elle est extrêmement généreuse. On ne va pas retenir l'assistance. Je vais m'associer à ce qu'elle a dit, dire à sa belle famille, merci. À sa maman, merci. Ci wolof laa koy wax nit ki boo fexeek moom liggéey wala ak relation gis ci moom jikko yu rafet wala ngaa dem ba ci ay waajuram wala ña ko yar nga leen jaajëf ndax Sénégal bu doon ñëpp di yar seen doom yi comme ni ñu yare madame Diama mi kon xëy na réew mi dina weesu fi mu toll. Un mot également à l'endroit de Serigne Mboup. Serigne Mboup, il est inventif, quoi. Moi, c'est ça. Il est extrêmement créatif. Je me rappelle d'ailleurs je pense que c'était une émission, il avait créé, je ne sais pas, un salon de la créativité, quelque chose comme ça. Et à l'époque, je pense qu'il y avait même un jeune Sénégalais qui avait inventé un drone, je ne sais plus. Hein? Voilà, c'est ça. Donc, c'est pour vous dire que c'est quelqu'un qui est vraiment imprégné des problèmes du pays. Ce qu'il a fait aujourd'hui et ce qu'il a fait avec Madame Badiane, Télé-École et Madame Ndao, c'est quelque chose de fondamentalement révolutionnaire. Parce que l'émission là, Télé-École, chaque fois moi j'ai des retours, parce qu'ils savent que donc voilà, Madame Badiane et moi avons donc beaucoup de relations. J'ai des retours, j'ai même des collègues qui me disent, Dieu m'est témoin, billahi. Avant d'aller faire mon cours, parfois je visionne tel cours, tel cours, tel cours, tel cours. Ça je ne peux pas ne pas le dire. Parce que c'est une manière de montrer que ce que vous faites à la télévision, vous et Hassan Mboup qui vous le permet, c'est un service qui est rendu à l'éducation, c'est un service par conséquent qui est rendu à la nation sénégalaise. Soyez-en remerciés. Donc, je vais publier ça dans la presse, Inch'Allah, donc comme note de lecture sur le livre. Mais connaissant Mme Badiane, elle ira loin. Inch'Allah, parce que je sais que Mme Badiane, lu mu tàmbale lu ne
dina ko yegg yàlla na la yàlla fal cat merci. Voilà, merci donc à la collation. La séance est levée. Donc c'est le moment pour les Halpulaar. Merci à tous.